Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Nicolas Petro, professeur de sciences politiques à l'Université du Rhode Island, qui a été assistant spécial pour la politique sur l'Union soviétique au département d'État américain sous l'administration du président Bush, c'est-à-dire Bush père. Et oui, bienvenue dans l'émission, ravi d'être à nouveau avec vous, Glenn. Je devrais probablement dire bienvenue à nouveau. J'ai récemment lu un de vos articles sur la doctrine Trump et j'ai trouvé cette idée très intéressante, car les gens essayent vraiment de comprendre qui est Trump, ce qu'il dit par rapport à ce qu'il fait. Et oui, je me suis dit que vous pourriez peut-être commencer par expliquer cette doctrine Trump afin de nous aider à comprendre au moins comment vous percevez ses objectifs de politique étrangère et aussi comment il atteint ces objectifs. J'aimerais pouvoir le faire, mais il y a des choses intéressantes. Donc il s'agissait d'un discours prononcé par le vice-président J.D. Vance dans l'Ohio devant un groupe de, je crois, donateurs républicains. Et dans ce discours, il a évoqué ce qu'il appelait la doctrine Trump. J'ai été surpris de constater que ça n'avait pas été beaucoup discuté depuis. Autrement dit, je parlais avec certains collègues sur Internet et ils n'en avaient pas entendu parler ou n'avaient pas vu beaucoup de discussions à ce sujet. Je n'ai pas vu de discussion à ce propos, à part la première mention de la description de ce qu'avait dit le vice-président Vance. Cela n'a donc pas reçu l'attention qu'une telle déclaration d'un haut responsable, disant « Voici notre doctrine, je veux que tout le monde la connaisse », reçoit habituellement. Cela n'a pas eu cette attention. Et l'une des raisons à tous les que c'est mal nommé, c'est pas une doctrine. Il s'agit plutôt d'une explication des manœuvres tactiques que le président a récemment effectuées, mais cela ne semble pas vraiment servir de guide pour identifier quelles seront ses priorités. En fait, dans les 3 points qu'il a évoqués, il n'y a aucune discussion sur ce que j'appellerais l'approche que Trump utilise personnellement lorsqu'il prend une décision sur la marche à suivre. Il n'y a aucune discussion sur des idéaux, aucune discussion sur une vision du monde, aucune discussion sur des alliances ou des ennemis clés, ni sur les objectifs stratégiques des États-Unis. Il y a donc très peu d'éléments sur lesquels s'appuyer, à part les 3 points qu'il a avancés, qui pourraient presque être décrits comme une réflexion a posteriori. Oh, maintenant que nous avons fait cela, essayons de comprendre et d'expliquer aux autres ce que nous avons fait. D'après ce que j'ai compris de ce à quoi il voulait répondre, du moins, même si interpréter ses impulsions peut être un peu difficile, c'est que Trump est en fait une réaction au modèle de politique étrangère épuisé des États-Unis après la guerre froide, c'est-à-dire la capacité d'être partout en même temps, d'avoir cette primauté mondiale fondée sur les alliances. Il semble donc qu'il s'intéresse davantage à obtenir un meilleur retour sur investissement de l'Empire, si l'on peut dire. Il veut que les Alliés paient pour leur sécurité ou pour le privilège d'être défendus. Il ne veut pas s'en prendre à toutes les grandes puissances en même temps, surtout dans la mesure où elles sont poussées à s'unir. Il s'inquiète que tous ces engagements surchargent l'Amérique, et bien sûr qu'ils l'amènent à la faillite. Le modèle globaliste a désindustrialisé l'Amérique et affaibli le sentiment d'identité nationale. Donc certains le comparent à Samuel Huntington, mais il semble qu'il s'inspire en effet de la pensée de Samuel Huntington. Voilà. Mais que faites-vous? Vous remplissez ce sac qui n'a pas de forme et dont nous ne savons pas ce qu'il contient, avec un contenu que, hélas, je pense que vous et moi aimerions voir. Et si c'est ça la stratégie, ce n'est pas une stratégie idiote. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, dites très peu de choses. Soulignez que tout ce qui a réussi était ce que vous vouliez dès le départ.
Tout ce que vous ne vouliez pas, eh bien, ce n'était pas ce que nous voulions. Ce n'est pas de notre faute si cela n'a pas fonctionné. Et pendant ce temps, de nombreux commentateurs intelligents viendront expliquer le contexte plus large de tout cela. Et peut-être qu'ils prendront d'ailleurs certaines de ces idées et combleront les lacunes dans leur propre stratégie. J'ai l'impression que lorsque je vois quelque chose qualifié de doctrine ou de stratégie, je cherche des liens avec une vision du type « voici ce que nous avons fait », et ce faisant, nous avions cet objectif à long terme, et nous y parvenons à travers ces étapes. Quelque chose dans ce genre. Rien de tout cela ne figure dans cette brève description qui, pour rappeler au lecteur, dit qu'il devrait y avoir 3 choses. Premièrement, un intérêt américain clair doit être stipulé. Deuxièmement, il doit y avoir une diplomatie agressive. Et troisièmement, la puissance militaire américaine doit être engagée pour résoudre le problème si la diplomatie agressive ne fonctionne pas. Et puis, une fois le problème résolu, et nous devrions supposer qu'il le sera, soit par une diplomatie agressive, soit avec le soutien de la puissance militaire américaine, on intervient avec une force écrasante et on repart toujours avant de s'enliser. Ainsi, on entre à sa propre discrétion, on repart à sa propre discrétion et on garde toujours le contrôle de la situation. La situation ne vous contrôle jamais. C'est toujours vous qui contrôlez la situation. Je pense que c'est une vision enfantine des affaires mondiales. C'est un peu comme quelqu'un qui arrive dans une cour de récréation et dit « tous ces jouets sont à moi. Je vous permets de jouer avec, mais c'est par générosité. » En réalité, vous n'avez rien qui vous appartienne ici. Et malheureusement, beaucoup de nos hauts dirigeants politiques, sénateurs, membres influents du Congrès, ne voient pas au-delà de cette rhétorique. Ils l'adoptent parce qu'ils partagent l'avis de l'administration Trump, selon laquelle ce récit simpliste, où l'Amérique dicte aux autres nations ce qu'elles doivent faire et qu'elles doivent s'exécuter, point final. Parce que nous sommes l'Amérique, nous sommes plus forts, nous voyons plus loin et qu'elles devraient toujours faire ce que nous voulons pour leur propre bien, est largement accepté et incontesté aux États-Unis. Si vous commencez à remettre en question notre droiture, eh bien, personne ne peut faire carrière en politique en Amérique en s'attaquant à nos propres mythes sur nous-mêmes. C'est une doctrine assez particulière, surtout si l'on considère que sa rhétorique initiale, en particulier pendant la campagne, était que l'Amérique devait adopter une position plus modeste dans le système international. Mais ce que vous décrivez relève d'une approche très hégémonique, c'est-à-dire nous imposerons notre volonté. Nous tenterons la voie diplomatique de manière agressive, et si cela ne fonctionne pas, nous passerons à l'option militaire. Mais cela ne reflète pas vraiment un système international qui devient décentralisé et plus multipolaire. Vous avez exposé ces étapes qui ont été identifiées, mais il y a beaucoup à analyser là-dedans. Si l'on commence par la première que vous avez mentionnée, c'est-à-dire d'abord formuler clairement cet intérêt américain, je suppose qu'une grande partie de cela relève du slogan « America First ». Mais quels sont exactement ces intérêts américains? Parce que même America First, qui était en quelque sorte un puissant cri de ralliement, et je pense que beaucoup de gens y ont été sensibles, si l'on considère les États-Unis comme une puissance hégémonique ayant épuisé ses ressources à diriger le monde, on souhaiterait désormais se replier et reconstruire l'économie et la force de l'Amérique. Donc cela a du sens. Mais comme nous l'avons vu avec l'attaque contre l'Iran, je crois que c'était le fils de Donald Trump qui a soutenu. Eh bien, vous savez, cela ne contredit pas vraiment America First, parce que mon père a inventé le concept, et il décide de ce que ça signifie. Parfois, America First signifie donc rester en dehors des guerres.
D'autres fois, America First signifie éliminer d'autres États. Mais ce n'est pas vraiment un concept clair ni des intérêts américains clairement formulés. Ce n'est donc même pas clairement défini comment poursuivre ces intérêts. Alors, quels sont ces intérêts principaux? Voyez-vous la manière dont Trump les poursuit? Ainsi, dans la pensée classique de la politique étrangère, la pensée réaliste en matière de politique étrangère, il est important d'avoir des objectifs clairs, clairement communiqués à vos interlocuteurs, c'est-à-dire les personnes avec lesquelles vous essayez d'interagir, soit pour obtenir quelque chose, soit pour soutenir ce qu'ils font. Je vais légèrement te contredire lorsque tu as dit qu'America First supposait, si je t'ai bien compris, un retrait de l'idée d'hégémonie. Ou du moins en donnant la priorité à la sécurité des alliés, ce genre de renforcement des alliés, je suppose. Au cours des premières années de la guerre froide, essentiellement, les États-Unis ont accordé de nombreux accords commerciaux favorables aux Européens et à d'autres États en première ligne afin de s'assurer que l'Allemagne de l'Ouest soit la bonne Allemagne, que Taïwan soit la bonne Chine, que la Corée du Sud soit la bonne Corée. Je définirais cela comme des accords commerciaux généreux visant à renforcer ses alliés capitalistes pour les rendre plus puissants que leurs homologues communistes. Je pense que ce que Trump poursuit, c'est sa propre variante de l'hégémonie. En d'autres termes, faire passer l'Amérique en premier n'est pas, comme certains de ses partisans l'auraient espéré, une question de repli sur soi. Ce n'est pas nécessairement lié à cela. Cela concerne, en ce qui concerne certaines questions intérieures ayant des répercussions sur la politique étrangère, la sécurisation de la frontière, la réduction de l'immigration, le flux de drogue et de criminalité, et des choses de ce genre. Il y a une volonté, dans le mouvement America First, de se concentrer davantage sur la garantie que les intérêts de l'Amérique vis-à-vis des pays qui l'entourent soient promus au-dessus de ceux de nos voisins. Et cela au grand daim du Canada. Je veux dire, le Mexique, on pouvait toujours supposer, vous savez, qu'il ne fallait pas forcément prendre leurs préoccupations aussi au sérieux, parce que c'est un voisin pauvre, pas un rival. Mais le Canada, vous savez, c'est un peu comme un demi-frère pour nous, et ils ne s'attendaient vraiment pas à ce genre d'attitude. Mais en ce qui concerne la politique étrangère, ce que Trump fait, je pense que sa vision de l'America First est celle qui garantit, selon sa propre définition, les meilleurs intérêts de l'Amérique. Cela peut signifier renforcer nos alliances militaires avec certains pays. Cela peut aussi vouloir dire les réduire. Il s'agit clairement d'utiliser le levier économique comme une arme, ce dont l'Occident a longtemps accusé la Russie, mais personne ne le fait de manière aussi flagrante que les États-Unis. Et parmi les présidents américains qui ont toujours utilisé ce pouvoir, personne ne l'a fait autant, ni de manière aussi flagrante que Trump. Mais encore une fois, selon moi, cela vise à obtenir tout avantage tactique possible, en particulier pour Trump sur le plan intérieur. Il est donc très révélateur que la guerre contre l'Iran ait dû être terminée avant que la discussion sur le budget ne commence au Sénat et à la Chambre des représentants. Il fallait que ce soit dans cet ordre, car si cela n'avait pas pu être réglé avant que l'agenda intérieur, qui est plus important pour lui, ne prenne le dessus et n'éclipse tout le reste, cela n'aurait pas pu être poursuivi. C'est ainsi que je le comprends. Et c'est ainsi que je le comprends. La raison de cette fin rapide, de cette frappe modeste qui cède,
Et il est important qu'elle cède au président un bénéfice politique qui dure plusieurs semaines. Il n'est pas nécessaire que ce soit réel. Il n'est pas nécessaire de prouver que le programme nucléaire iranien a réellement été démantelé, comme il le prétend. Cela sera probablement réévalué de nombreuses fois à l'avenir. Mais de son point de vue, cela doit durer et lui apporter un avantage politique significatif dans sa lutte actuelle pour faire adopter son budget, qui éclipse tout le reste. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'y aura probablement pas de bombardement dans le courant de ce mois. D'ici la fin de, tant que le budget est encore en cours de négociation et de conciliation entre les deux chambres du Congrès, et jusqu'à la décision finale, nous pouvons nous attendre à une politique étrangère américaine relativement paisible, ponctuée uniquement de proclamations sur les raisons pour lesquelles nous avons gagné et pourquoi ce que nous avons fait sera ou a été couronné de succès. Et cela sera soutenu par les fidèles de Trump. Je dirais qu'il ne s'agit que de mise en scène, pour l'instant. Mais pour l'avenir, cela laisse à nouveau les États-Unis sans véritable doctrine. Nous avions une doctrine, il existe une doctrine libérale, la doctrine Biden, la doctrine Obama. Avant cela, divers présidents démocrates, en remontant jusqu'à Clinton. Malgré leurs différences, ils étaient tous d'accord pour dire qu'il existait un ordre mondial libéral dans lequel les États-Unis avaient un intérêt particulier à étendre et à promouvoir. Ils le faisaient par la propagande, par le soft power de leurs avantages culturels, les bénéfices du commerce et du capitalisme, ainsi que par la mondialisation. Ils agissaient également militairement à travers des alliances, qui nécessitaient parfois d'être soutenues par l'usage d'une force limitée, mais en coalition avec d'autres membres de l'Occident, afin d'affirmer un principe abstrait de la politique internationale, ce qui était en réalité clairement dans l'intérêt des États-Unis et non fondé sur le droit international. Comme nous le savons par la suite, la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, probablement une grande partie de la guerre contre le terrorisme qui a été menée illégalement, et maintenant la guerre en Iran, ainsi que le bombardement de la Yougoslavie. Malgré ces actions individuelles, elles ont toujours été justifiées du point de vue du droit international. De nos jours, la rhétorique a changé au point que l'administration Trump affirme que le droit international ne nous préoccupe pas vraiment. Nous ne sommes même pas sûrs qu'il vaille le papier sur lequel il est écrit. Ce qui est en revanche crucial, c'est la puissance américaine, et nous devons exercer cette puissance afin de rappeler aux autres nations leurs obligations de maintenir l'ordre que la puissance américaine a créé. Le contenu de cet ordre mondial ne se résume en réalité qu'à la domination occidentale et à un ordre mondial favorable avant tout aux États-Unis, ainsi qu'à leurs alliés que les États-Unis considèrent comme loyaux. Il n'y a rien d'autre. Il n'existe pas de droit international au-delà de cela, ni d'ordre international au-delà de cela. Si je devais parier, je dirais que c'est là où nous en sommes actuellement. C'est la révélation des aspects les plus durs. Du côté le plus dur de ce qui a toujours été la politique étrangère américaine, du moins clairement depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais qui a été dissimulé sous une rhétorique libérale. Il est probable que cela continue. Cette dissimulation sous une rhétorique libérale est quelque chose qui reviendra probablement après l'ère Trump. Mais l'un des points auxquels il répond, ce qui semble raisonnable, est ce que j'ai mentionné plus tôt. Le modèle hégémonique des États-Unis reposait trop sur les alliances, qui étaient perçues comme un fardeau pour les ressources américaines. C'est pourquoi Trump s'est montré assez hostile et s'est retiré du partenariat transpacifique,
de l'ALENA, des initiatives qui plaçaient les États-Unis dans un rôle de leader, mais qui étaient aussi vus comme des alliés puisant dans les ressources américaines. Il semble donc que, sans pour autant renoncer à la domination, il s'agisse davantage de rendre l'hégémonie plus durable en reconstruisant la puissance américaine, plutôt qu'en s'appuyant sur ces systèmes d'alliance. Il y a eu un débat sur le pouvoir au sein des libéraux. Ainsi, face à la critique selon laquelle il saperait l'intérêt de l'Amérique ou la priorité à l'Amérique, les libéraux répondaient « Non, regardez le réseau que nous créons et les conditions et limitations qu'il impose au monde, ainsi que la manière dont nous sommes capables de manipuler cet ensemble complexe d'institutions financières, militaires et juridiques. » Et, par la suite, après l'administration Carter, également les organisations de défense des droits de l'homme et les ONG, à notre avantage sur le long terme. Le désaccord ne portait pas sur les tactiques. Le désaccord portait sur la vision ultime. Et cette vision ultime, ce désaccord, demeure parce qu'il n'est pas clair ce qu'est réellement la vision libérale, car aucun internationaliste libéral ne peut se lever et dire ce qu'il croit vraiment. Ce qui, s'ils y croient, est certainement la conclusion logique d'un globalisme libéral, un gouvernement mondial. Et dans un gouvernement mondial, dans un véritable gouvernement mondial, les États-Unis auraient un vote puissant ou important, mais pas le seul vote. Et aucun internationaliste libéral ne peut dire cela, ne peut l'admettre, ni en faire une cause dans la politique américaine. Alors que de l'autre côté, les conservateurs ou les réalistes considèrent simplement cela comme un fantasme dans lequel il n'est même pas nécessaire de s'attarder. La politique ne concerne aujourd'hui que le pouvoir, et le pouvoir qui peut apporter des avantages dans un délai politique très prévisible, 2, 3, 4, au maximum 5 ans. Et au-delà, qui peut savoir? Mais Trump considère manifestement cette construction de réseau élaboré comme une source de faiblesse, car c'est un thème qu'il développe depuis au moins les années 1980, lorsqu'il affirmait que le reste du monde nous considère comme des pigeons. Il profite de nous parce que nos dirigeants sont stupides et faibles. C'est en gros ce qu'il répète depuis plus de 40 ans. Si nous acceptons les limites, nous pouvons encore rejoindre ces organisations. Je pense que la stratégie de Trump consiste à dire « Nous allons rejoindre votre organisation, mais nous ferons exactement ce que nous voulons, et vous ferez exactement ce que nous voulons dans notre organisation. Ensuite, nous ferons partie de votre organisation. » Et nous avons eu Mark Rutte qui a dit « Oui, papa. » mais c'est justement là mon point. Si c'est le problème qu'il a identifié, si le problème, ce sont simplement des dirigeants américains faibles, alors il se présente comme la solution, car il soutient que ce dont nous avons besoin, c'est d'un grand négociateur, quelqu'un prêt à exercer des pressions. Et comme tu l'écris aussi dans ton article, c'est en gros son principal argument. Aborder la question avec une diplomatie agressive. Et si cela ne fonctionne pas, alors recourir à une force militaire écrasante. Et cela a toujours été l'une de mes inquiétudes concernant Trump, car s'il est le grand négociateur et qu'il avance des exigences très élevées et qu'il n'obtient pas gain de cause, que se passe-t-il alors? Parce que c'est un thème récurrent avec les Chinois ou avec le monde entier, par exemple avec les tarifs douaniers. Il semblait prendre un grand plaisir lorsqu'il disait qu'il avait imposé des droits de douane au monde entier. Maintenant, tout le monde l'appelle, essayant d'obtenir un accord de notre part. Donc, le monde entier se précipite un peu vers l'Amérique, prêt à tout accepter pour se plier à ce qu'il dit. Bien sûr, cela ne s'est pas passé ainsi, et c'est l'une des frustrations avec la Chine. Ils semblent à l'aise d'attendre sur la touche que les États-Unis viennent à eux.
au lieu de l'inverse. Et c'est pareil avec les Russes. L'idée que, eh bien, nous proposerons un cessez-le-feu et c'est tout, et les Russes viendront à nous. Mais pour les Russes, ils ont vu ou voient cela comme une menace existentielle, donc leur marge de manœuvre est limitée. Alors que se passe-t-il lorsqu'ils n'obtiennent pas leur accord? Il existe deux catégories de pays qui ne sont pas sensibles, pour des raisons différentes, aux séductions du bluff de Trump. Ce bluff qui consiste à dire « Nous allons vous détruire économiquement, militairement, vous serez isolés, vous ne serez rien si vous ne faites pas ce que nous disons. » Et ces deux catégories, l'une d'elles est reconnue indirectement par Vance et l'autre ne l'est pas, se trouvent à des extrêmes opposés. D'un côté, il y a les puissances nucléaires, car on ne peut pas les intimider. L'écart de puissance dans le domaine nucléaire n'est pas assez important. Le fait de déclencher ne serait-ce qu'une seule arme nucléaire, à partir du petit nombre que possède, par exemple, nous le supposons, la Corée du Nord, mettrait fin à ce tabou. Et ce n'est pas quelque chose que l'administration Trump serait prête à envisager. Et il n'y a rien qu'ils puissent faire pour répondre à cela. Ils ne peuvent pas, en représailles à une seule bombe nucléaire utilisée par la Corée du Nord, anéantir toute la Corée du Nord. Je veux dire, ce serait clairement une réponse inhumaine. Donc de l'autre côté, je pense qu'il faut envisager autre chose comme moyen de gérer les puissances nucléaires, ou les puissances qui ont la main sur une ressource essentielle nécessaire à l'Occident. On pourrait imaginer divers exemples de cela, mais je pense que c'est comparable à s'engager dans un conflit avec une autre puissance nucléaire, comme les États-Unis. L'autre catégorie est celle d'un pays faible, qui constate l'écart de puissance, mais qui estime n'avoir d'autre choix que de se battre malgré cette disparité. Ils l'ignorent donc simplement. Ils disent juste, oui, vous avez tout le pouvoir. Et nous, les Nord-Vietnamiens, pendant la guerre du Vietnam, savions que nous pouvions être anéantis. Mais nous allions nous battre pendant 20, 30, 40, 50 ans, jusqu'à ce que vous soyez fatigués, parce que vous n'utiliseriez pas une force écrasante et que vous n'aviez pas l'endurance pour poursuivre ce combat indéfiniment. Et ce calcul s'est, par le passé, avéré correct. C'est le secrétaire d'État George C. Marshall qui a donné son nom au plan Marshall, qui a témoigné devant le Congrès qu'il était impossible pour l'Amérique, compte tenu de son système politique et de ses dynamiques internes, de mener une guerre étrangère pendant plus de 7 ans, affirmait-il. Je pense qu'il tirait cette conclusion de l'expérience de la Seconde Guerre mondiale. Et nous avons vu les États-Unis capables de s'engager dans des guerres plus longues. La guerre la plus longue, plus de 20 ans, que les États-Unis ont menée, fut en Afghanistan. Et les guerres modernes, comme nous le voyons, peuvent être menées sans impliquer de larges groupes de la population. Il y a des professionnels, on pourrait presque les qualifier de mercenaires domestiques, qui forment une caste professionnelle envoyée à la guerre. L'économie, si nécessaire, une part significative mais non préjudiciable pour le reste de l'économie, est consacrée à maintenir ces ressources disponibles. Et bien sûr, on crée une culture pro-militaire, afin de s'assurer que ces personnes et leurs familles soient valorisées pour leurs efforts au service de l'élite nationale. Mais ce type de guerre, semble-t-il, peut être mené indéfiniment, ou du moins sur plusieurs décennies. Comme l'a dit Medinsky, le principal négociateur russe en Turquie avec l'Ukraine, lors de la dernière réunion, Pierre le Grand a mené la Grande Guerre du Nord pendant 21 ans. Nous sommes prêts à faire de même. Il a dit à ses interlocuteurs ukrainiens, « Pouvez-vous en dire autant pour vos pays ?» Je ne sais pas quelle a été la réponse. Je ne vois jamais que cette partie du dialogue. Mais c'est une remarque perspicace,
car je pense que l'idée selon laquelle des pays peuvent mener des opérations militaires très importantes et destructrices à faible coût pour eux-mêmes sur le plan intérieur est une nouvelle réalité. Et nous devons trouver comment y faire face. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'Israël fonctionne ainsi depuis sa création et continuera probablement, tant qu'il existera, à être dans ce régime. Ils ont une société militarisée, mais la plupart du temps, la majorité des gens mènent une vie normale. Et la guerre se poursuit en arrière-plan, pour ainsi dire. On finit par s'habituer à ce bruit. On finit par s'y habituer. Il y a des gens qui défendent le même modèle pour l'Ukraine, en Ukraine, et d'autres qui disent que ce serait inacceptable, et mènerait finalement, je lisais aujourd'hui un article sur strana.ua, qui soutenait que le résultat d'une guerre aussi prolongée, même de faible intensité, serait bien plus dommageable pour l'Ukraine que pour la Russie, car il n'y a pas une profondeur comparable de ressources militaires, politiques, civiles et économiques. Et par conséquent, cela conduirait à l'effondrement de l'État ukrainien et à l'absorption du pays par la Russie. Donc l'alternative, la paix qu'il faut rechercher, est celle qui évite ce scénario. Il ne faut pas pousser l'effort de guerre à cet extrême en Ukraine. Je pensais simplement que la dernière étape de cela, vous avez exposé la doctrine Trump, était, après avoir eu recours à la force, de se retirer aussi rapidement que possible. Je pensais que cette hypothèse sur le contrôle de l'escalade pourrait être une autre faille de cette doctrine, car j'ai le sentiment qu'il ne pourra peut-être pas sortir de ces guerres dans lesquelles il s'est engagé. Par exemple, la guerre contre l'Iran, que ce n'est pas vraiment terminé. Oui, cela reste à voir. Et la question est la suivante. Il y a un grand risque ici. J'ai donc mentionné les deux pays dans lesquels vous ne voulez pas vous impliquer, car je pense que cette approche y échouerait. Les pays situés au milieu sont vulnérables parce qu'ils ont tellement d'interconnexions avec le réseau américain, l'ordre mondial occidental actuel, que pour eux c'est une transaction. Je vais perdre quelque chose, mais je vais aussi gagner quelque chose. Et espérons-le, nous pourrons conclure un accord qui ne nous sera pas aussi préjudiciable que de devenir un ennemi des États-Unis. Mais le problème, c'est que dès qu'un premier grand pays, qui n'est ni une puissance nucléaire, ni un ennemi déclaré, met à l'épreuve le bluff des États-Unis, et que l'Amérique ne va pas jusqu'au bout avec une soi-disant option nucléaire, pas au sens littéral du terme, mais dans le sens de dévaster leur économie et leurs liens politiques parce qu'ils se sont opposés à la conclusion d'un accord tarifaire acceptable. Dès que ce bluff est mis à nu, je pense que cette carte ne peut plus être jouée. C'est comme dans un jeu de cartes. Il existe certains types de jeux où l'on cache son atout, mais une fois qu'on l'a joué, tout le monde sait ce que c'est, et on ne peut plus s'en servir. On ne peut l'utiliser que pour cet argument-là, pour ce tour-là. Parce que tout le monde saura désormais comment réorganiser ses cartes afin de ne pas succomber à cet avantage unique que vous possédez. Donc, mon point de vue est que c'est une stratégie très risquée, à enjeu élevé, qui risque d'échouer à un moment donné. Il est intéressant de noter que le Canada remet vraiment en question ce postulat, et je pense que ce n'est pas sans raison, car il pourrait y avoir un retour de bâton aux États-Unis parmi un grand groupe de personnes qui ne peuvent envisager les Canadiens autrement que comme très similaires à nous. Ils parlent la langue et peuvent venir à la télévision américaine se défendre en anglais parfait, contrairement à la plupart du reste du monde. C'est une situation très dangereuse pour cette approche de la politique étrangère. Mais d'un autre côté,
Il ne faut jamais sous-estimer la capacité du gouvernement en place à contrôler le récit, surtout aux États-Unis. Cela a été prouvé à maintes reprises au cours de nombreuses guerres où les médias traditionnels reprennent d'abord la version du gouvernement comme une vérité incontestable. Il faut insister et leur démontrer de façon répétée qu'on leur ment avant qu'ils ne se permettent de remettre en question ce récit. Car leur instinct naturel, l'instinct naturel des médias traditionnels aux États-Unis, est de soutenir et défendre le gouvernement parce qu'il s'agit d'une démocratie, de notre démocratie. Lorsque moi, en tant que journaliste, je soutiens le gouvernement, je soutiens la démocratie dans son ensemble. C'est un bien encore plus grand pour la nation que mes désaccords avec telle ou telle personne. Eh bien, professeur Petro, merci pour votre temps, mon ami. J'apprécie l'opportunité de profiter de vos connaissances. Donc oui, merci pour vos éclairages, et pour tous ceux qui n'ont pas lu la doctrine Trump, je vous conseille d'y jeter un œil. Oui, cela m'a fait réfléchir un moment. Donc encore merci. C'était sur le Realist Review, la newsletter Substack de James Carden. Oui, merci. Thank you.